Salut les losers, bienvenue chez moi, bienvenue dans la mangatech de Zundo. Retenez bien une chose, ici vous n'êtes que tolérés. Aujourd'hui je vais vous présenter mes achats du 22 novembre 2024. On commence par Euro Hasard, le premier de la pile, à savoir le tome 7 de Jumbo Max de Tsutomu Takahashi. Bien sûr, Tsutomu Takahashi, mon dieu actuellement j'ai envie de dire, mon dieu. Non, c'est juste que pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis en plein run de Tsutomu Takahashi, qui a débuté il y a de cela de nombreuses semaines par le live, et qui devrait se terminer par le tome 7 de Jumbo Max, parce que oui, je viens de terminer ce matin les Soul Keepers, et j'entame les Black Box dans la soirée. D'ailleurs, le tome 1 est juste là. D'ailleurs, c'est marrant, c'est le même papier, mais en même temps, c'est le même éditeur, donc ça ne m'étonne pas. Voilà. Ensuite, une fois que j'aurai lu les 6 tomes de Black Box, j'aurai les 2 tomes de détonation. Oui, 2 tomes parce que moi j'ai les Picagraphics, les gros Picagraphics. Ensuite, les 6 tomes de Noin que j'ai commandé, que vous verrez probablement, très probablement, la semaine prochaine. Puis, les 7 premiers tomes de Jumbo Max. Alors, de quoi est-ce que parle Jumbo Max ? Je me suis un petit peu renseigné, je sais qu'en fait c'est une sorte de Breaking Bad, un Breaking Bad-like, c'est-à-dire qu'un honnête citoyen va devenir, malgré lui, un baron de la drogue. Dans Breaking Bad, c'était un professeur de chimie, dans Jumbo Max, c'est un pharmacien, et je suppose que le titre Jumbo Max doit faire référence au nom de la drogue. Ça me semblerait approprié. Voilà, donc Takahashi, toujours son trait si caractéristique maintenant, hein. Je pense que les gens qui ont vu toutes mes vidéos sur Takahashi ne peuvent que reconnaître voilà, le dessin de Tsutomu, notre ami Tsutomu. Et apprécier, voilà, apprécier. Je vous parlerai bientôt de ce que j'ai pensé de Soul Keeper, mais sachez que j'ai versé ma petite larme, comme je le disais, dans mon short de ce matin. On poursuit avec... j'aurais voulu vous montrer quelque chose qui faisait référence. Ce sera pour un peu plus tard. Alors, très vite, le tome 15 de Bucket List of the Dead, qui est une sorte de Walking Dead, mais avec un peu d'humour, je crois. Alors, de mémoire, je n'avais lu que le tome 1. Ça fait un moment que j'ai arrêté de les acheter. Mais il y a écrit jaquette réversible en exclusivité au premier tirage. Voilà, super intéressant. Donc je l'ai pris. Mais voilà, je suis super en retard sur cette série. Elle m'avait pas vraiment botté au départ. On verra. Je vous montre quand même à quoi ça ressemble. En fait, c'est l'histoire d'un mec de mémoire qui se réveille dans un monde apocalyptique avec plein de zombies autour de lui. Et donc il se dit, bah il faut que je fasse la liste des 100 choses à faire avant de mourir. Donc bucket list, c'est ça. Et là, il y a 100. Voilà. Je ne sais pas vraiment si ni même quand je le lirai. On verra. Bien sûr, je le lirai, mais quand? Peut-être dans quelques années. Peut-être avant. Le tome 23 de Blue Lock en version collector, ou en tout cas en version pareille, jaquette réversible. Donc normalement, la vraie gueule du tome, c'est celle-là. Donc Blue Lock, hein, ce manga de Battle Royale footballistique. C'est un manga sympa, hein. Je crois que j'ai 4 tomes de retard. Dès que j'ai un peu de motivation, dès que j'ai terminé Takahashi et que j'ai un peu d'air pour lire autre chose, j'y vais. Oui, parce que vous savez que je fais un Takahashi autre chose, mais en fait, cette autre chose est déjà bien saturée par pas mal de trucs, donc voilà. Toilette Bound, Hanako Kun, le tome 20 collector. Je n'ai jamais commencé ce manga, mais j'ai eu envie de l'acheter, donc j'avais acheté les premiers tomes, et puis maintenant j'achète tous les collectors. Je ne sais pas de quoi ça parle, probablement d'un fantôme des toilettes. Voilà. Alors, le dernier volume du Roi des Limbes, tome 6, je vous disais que au Lézard Noir, nous n'avions en petit volume que Golden Gold, le vendeur du magasin de vélo,
et Le Dragon sous le croissant de lune. J'avais oublié Le Roi des Limbes. 6e volume. C'est un manga qui se passe en 2086. L'humanité n'a plus que 7 jours devant elle. C'est un thriller SF aux allures de cauchemar prophétique. Je ne l'ai jamais lu. 6 tomes, Les Arts Noirs. Bon, le dessin ne me paraît pas excessivement mauvais, mais pas non plus incroyable. Je pense que quand même, je vais me motiver pour les faire. Il n'y a que 6 volumes. Quand c'est court comme ça, moi j'aime bien attendre d'une part, mais j'aime bien aussi me les faire. Alors après, ça peut rester. Hein. J'ai des mangas, j'ai honte, hein, mais j'ai des mangas, je regarde, ça fait 5 ans que je les ai. J'ai la collection entière, j'ai toujours pas commencé le volume 1. Et c'est comme ça quand on a trop de trucs. Voilà. Donc Le Roi des Limbes, tome 6, et c'est de Ai Tanaka. Enfin, j'ai envie de dire, enfin, le 10e et dernier volume des Enfants d'Hippocrate de Toshiya Higashimoto chez Mangetsu. Les Enfants d'Hippocrate qui nous parlent de l'histoire de cette jeune pédiatre à qui il va arriver différentes choses. Alors je fais le malin, mais je n'ai jamais commencé Les Enfants d'Hippocrate. Oui, j'ai un peu de mal avec tout ce qui traite du domaine médical, sauf la série Hippocrate, sauf la saison 3 qui est quand même un peu what the fuck. Mais j'ai du mal quand ça ne dépeint pas réellement ce que j'ai pu connaître pendant mon externat et mon internat. Donc, on verra. Je sais que le système de santé au Japon n'est pas du tout notre système de santé. Donc, moi, j'avais déjà lu des trucs médicaux japonais. Ça m'avait vraiment pas plu. Je vais le lire, hein, l'Enfant d'Hippocrate, je vais le lire. Alors, à savoir que nous attendions le tome 10 depuis très longtemps. Hein. Le tome 9 est sorti depuis un bon moment. Et ils sont juste là, les Enfants d'Hippocrate. Voilà. Donc, voilà, le 9e. Donc, 10e tome des Enfants d'Hippocrate. Mais de ce que j'en sais, c'est vraiment un excellent manga. Ensuite, aux éditions Akata, par Akane Torikai, Enfer et contre toute, tome 2. C'est une série en 3 tomes. Akane Torikai, c'est une de mes autrices favorites, si ce n'est l'autrice favorite. J'adore ce qu'elle fait. Voilà, son trait n'est pas désagréable. Elle nous a fait de mémoire une série quand même sur le harcèlement sexuel. C'était quand même assez poignant. On avait eu, je ne sais plus comment ça s'appelle. Dans les yeux de... Ah, je sais plus. Récemment, on a terminé Saturn Return en 10 tomes sur l'histoire d'une écrivaine mythomane avec une histoire d'un mec qui était mort. Enfin bref, c'est un peu alambiqué, mais c'était vraiment sympa. Elle a sorti pas mal de one-shot ou de two-shot. Elle a sorti des récits assez courts. Enfer et contre toutes... dans Enfer et contre tout, Akane Torikai dresse avec humour et cynisme le portrait de 3 femmes modernes. Pourtant, elle livre aussi une œuvre étonnamment lumineuse qui pourrait bien vous surprendre. Sororité, donc vous savez, c'est la fraternité au féminin, la sororité. Hein, c'est l'étymologie du mot sœur. Colocation, humour. Voilà, donc on parle de 3 nanas qui partagent un quotidien, donc qui doivent vivre ensemble. Bon, ça, quand le tome 3 sort, pour sûr, je l'ai dit. Nous enchaînons avec le tome 5 de Détective Gourmet de Akiko Higashimura, qui est aussi une autrice que j'aime beaucoup. Mais par contre, Akiko Higashimura, j'ai beau avoir toutes ses œuvres, tous les titres de ses œuvres, je n'ai quasiment rien lu encore. J'en suis encore au tome 3 de Princesse Jellyfish. Voilà, donc Détective Gourmet, ça nous parle sûrement d'un détective qui aime la bonne chair, les bonnes choses. Voilà. Alors c'est aux éditions Delcourt, on remarquera que Delcourt nous fait quand même un travail assez naze, c'est-à-dire que sur les Princesses Jellyfish qui sont aussi chez eux, manga qui doit avoir une 20aine d'années en France maintenant, c'était un travail pour l'époque qui était bien, mais le problème c'est qu'ils ne se sont jamais renouvelés, donc aujourd'hui on se retrouve avec des maquettes qui sont proprement dégueulasses. Voilà, ils ne font que en grande partie rééditer des titres. Enfin, en ce moment il y a une grande cabale sur Delcourt. Faut vraiment qu'ils s'améliorent parce que ils ont aussi beaucoup de vieux titres dont ils ne font rien, c'est-à-dire qu'ils ont la licence, ils ne la revendent pas et ils ne ressortent pas les mangas. Donc voilà, beaucoup de conspuation.
enfin, on conspue beaucoup Delcourt ces derniers temps sur les réseaux. Et c'est tant pis pour eux. Nous passons à, enfin, le tome 6 de The Blue Flowers and the Ceramic Forest de Yuki Kodama, qui est un volume qui est sorti il y a presque un mois, mais mes libraires n'arrivaient pas à l'avoir, je ne sais pas pourquoi. C'est chez Mangetsu. Bon, ça, le titre, le pitch sur la poterie, la céramique m'avait pas trop emballé, donc je crois que c'est une romance en plus, hein, puisque c'est aux éditions Mangetsu Life. Ça ne m'avait pas trop emballé, donc je n'avais pas commencé. Je vais être honnête avec vous, je pense que ça fera probablement partie des dernières lectures Mangetsu que je ferai, ça. Donc, dans quelques années pour en parler. Ça, par contre, je suis à jour. Kujo l'implacable, tome 8 de Manabe, de Shohei Manabe, qui nous raconte le quotidien de... Non, pas vraiment, pas le quotidien de cet avocat, c'est faux. Qui nous dépeint plutôt la société japonaise vue de manière assez négative, comme il l'avait fait déjà dans Ushijima, mais peut-être de manière un peu moindre, parce que dans Ushijima, on voyait vraiment une société japonaise plutôt décadente, plutôt déchéante, j'ai envie de dire, avec cet usurier qui prêtait avec des intérêts à 50% au bout de 10 jours, ce qui est énorme. Là, nous avons affaire à un avocat pour qui le précepte « la loi est aveugle » compte parfaitement. Il n'est ni véreux, ni Mère Teresa, si vous voulez. Il est neutre, il est avocat et il défend tout le monde. Et donc, évidemment, il défend surtout de la crapule. Et c'est un manga assez violent, regardez. Coup de tronçonneuse dans la gorge. Voilà. Le dessin de Manabe est très caractéristique. Hein, vous reconnaissez très facilement. Il prend parfois vous avez des postures de personnages ou des plans. Voilà, par exemple, un plan comme ça, c'est typiquement de lui. Et avec les personnages placés comme ça, il a des patterns dans sa manière de dessiner, ça aussi. On reconnaît quand c'est lui finalement. On reconnaît la mise en case, dans la case, et bien sûr les gueules des personnages. Donc ça nous parle de cet avocat, c'est chaque fois plusieurs histoires. Là, manifestement, c'est le 15e et dernier chapitre de Veine Chimère. Il faudra que je relise, je ne sais plus trop de quoi ça parlait, Veine Chimère. Ah si, je crois que c'est ces deux jeunes là qui rêvaient de faire fortune et finalement ils sont prostitués. Enfin bon, bref. Et après, nous avons les 9 premiers chapitres, et peut-être que c'est 9 uniques chapitres, de Les attributions du procureur. Voilà. Donc Kujo l'implacable, aux éditions Big Kana, c'est un hit, mais je pense que c'est vraiment pour public averti, à la fois dans ce que ça traite et aussi dans la manière d'aborder le manga. Je pense que quand vous venez au manga, ou quand vous êtes jeune lecteur de manga, quand vous avez lu seulement quelques dizaines ou centaines de mangas, vous n'êtes pas encore prêt pour lire Kujo l'implacable. Je pense que Kujo l'implacable, il faut avoir passé les 1000 tomes pour pouvoir se l'approprier. Ce que je viens de dire n'a aucun sens. Mais dites-vous que ça peut en avoir quand même. Retenez ça. Ensuite, nous passons... Eh bien, nous en parlions juste avant, le tome 8 de Golden Gold. Donc pareil, je suis également à jour dans Golden Gold. La diversité des activités se transforme en une bataille sanguinaire. Alors oui, ça traite de cette histoire de Fukuokami, c'est ça? Fukunokami, une divinité que cette petite a repêchée aux abords de l'île dans laquelle elle vit. D'ailleurs, on voit le pont qui relie le continent à son île. Et cette divinité qui a changé sa grand-mère, qui en a fait une personne très chanceuse, qui a réussi à obtenir une belle prospérité, une belle richesse. Mais là, en tout cas à la fin du tome 7, c'était comme ça commence à vachement décliner. Et on verra. En tout cas, moi j'aime bien cette œuvre. Je dirais pas que c'est une masterpiece, je ne dirais pas que c'est un chef-d'œuvre. Je dirais que c'est une œuvre qui ne paye pas de mine, qui ne promettait rien. Voilà. Tel cet animal égaré au bord de la route que vous trouvez, qui ne vous demande rien, qui vous fait seulement un petit sourire, un petit coin de l'œil un peu mouillé, qui vous dit « Prenez-moi, essayez-moi, donnez-moi ma chance ». Alors je lui ai donné sa chance. Il faut dire aussi que c'était le premier petit volume de chez Les Arts Noirs, donc ça m'a intrigué. Et en fait, j'aime bien cette œuvre. Je ne la mettrai pas dans mon top, mais
je prends toujours un certain plaisir à lire cette œuvre. Donc finalement, est-ce qu'elle n'aurait pas le droit, elle aussi, à rentrer dans un certain top? En tout cas, le top plaisir de lecture, ça, elle y est peut-être. Parce qu'il y a des mangas que vous classez en chef-d'œuvre, mais qui, finalement, vous ont un peu fait chier à la lecture. Au hasard, One Piece, par exemple. Hein. Oui, je me suis tapé le 108 il y a 2 jours. J'ai mis 2 jours à le lire. Donc c'est de Seita Orio. Voilà. Le tome 10 de A Journey Beyond Heaven de Masakazu Ishiguro qui nous raconte en fait, alors pareil je suis à jour donc je peux vous raconter de quoi ça parle. Le problème c'est que les tomes sortent de manière beaucoup trop espacée pour que je me souvienne de ce qui se passait dans le précédent. Donc c'est chiant, il faut toujours refeuilleter tout ça. Mais de mémoire, alors est-ce que j'ai lu le 9 en plus, je sais même plus. Oui, je pense. De mémoire, nous avons affaire à 2 jeunes enfants, qui doivent avoir les 10 et 14 ans, qui, pas déambulent, mais qui pérégrinent dans un monde post-apocalyptique. Je crois que nous ne savons pas vraiment quel est le but de leur voyage, journée, un voyage. Mais nous apprenons progressivement des choses sur le monde. Il y a une école dans laquelle il y a des enfants qui étudient, mais cette école elle est protégée un peu du monde extérieur. Il y a des gens qui font ce qu'ils peuvent pour survivre. Voilà, je sais pas trop comment vous en parler. Je vais pas vous dire que c'est un chef-d'œuvre non plus, hein, c'est un manga sympathique. Le problème que j'ai, c'est que ça sort vraiment trop lentement et que on ne sait pas vraiment où va l'histoire et combien est-ce qu'il y aura encore de volumes. Donc, je pense que ça fait plutôt partie des œuvres qu'il aurait fallu commencer au moment où la fin aurait été annoncée. Voilà. Ah, alors ça, vous savez que c'est mon petit bébé. Land, volume 10, c'est-à-dire le pénultième, c'est-à-dire l'avant-dernier. Nous touchons bientôt à notre fin. Alors il n'y aura pas de tome de Land en décembre. C'est pas grave, vous vous consolerez avec le calendrier de l'Avent et les cadeaux de Noël pour ceux qui ont la chance d'avoir un Père Noël à la maison. Land, bon, je vous remontre une avant-dernière fois. Voilà. Alors combien est-ce que nous avons de chapitres de Land ici? Nous avons normalement 9 chapitres. Ah non, pardon, je dis une connerie. 6 chapitres jusqu'au 68. Et le tome 11 sera le dernier. La fresque est conclue. Je ne vous raconterai pas de nouveau de quoi parle Land, puisque de toute façon, nous ne pouvons pas parler de Land sans spoiler. Sachez que Land est un petit chef-d'œuvre, un petit bijou. C'est, je le dis haut et fort, le meilleur titre de Mangetsu actuellement. Et de tout ce que je lis, de tout ce que j'ai en cours en tout cas, c'est probablement le meilleur titre aussi. Voilà. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment Masumi Hayashita va conclure cette œuvre. Mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Alors je vous ai dit que c'était Akane Torikai mon autrice préférée. Oui, parce que l'autrice de Land n'a fait que Land. Enfin en tout cas n'a sorti que Land en France. Donc c'est difficile de dire auteur préféré quand on n'a lu qu'un seul bouquin. Ce ne serait pas honnête intellectuellement. Lisez Land, je ne saurais trop vous le conseiller. Je vous parlais tout à l'heure de Tsutomu Takahashi, mais la plupart d'entre vous connaissent peut-être plutôt Rumiko Takahashi. Histoire courte de Rumiko Takahashi. Donc ça c'est le coffret des 5 histoires courtes. Nous avons la tragédie de paix, le chien de mon patron, un bouquet de fleurs rouges, les oiseaux du destin et le dîner de la sorcière. Et comme vous êtes particulièrement mignon dans les commentaires, je l'ouvre pour vous. En plus, il était légèrement troué là, pour une fois que Delcourt fait des trucs pas trop mal. Alors non, le coffret est clairement de la merde par contre, parce que si vous regardez, hein, non, ça c'est lamentable. Alors, le tome 1, donc c'est vraiment des petits formats. Moi je pensais que ce serait, je pensais que c'était du grand format, pas du tout. Ah pas du tout. Ah d'accord, on est sur un format Land, ok. Alors, Takahashi, vous savez, c'est l'autrice de Maison Ikoku, donc Juliette Je t'aime.
pour les clubs dorothéistes, de Ranma 1,5 et de quoi d'autre? Je sais plus comment s'appelle son titre suivant. Ah voilà, il y a 6 histoires courtes. Alors, vous voyez, c'est vraiment à l'ancienne. Moi, ça ne me parle pas du tout. D'ailleurs, je vais vous faire une confidence, hein. J'ai les maisons Ikoku, j'ai le début des Ranma 1,5 en édition collector, en édition de luxe, pardon, et les maisons Ikoku aussi. J'ai à peu près tout ce qu'elle a sorti en France, mais je n'ai absolument rien lu. Ça, c'est le syndrome du mec qui se veut puriste, qui achète les auteurs dits classiques, hein, les Tezuka, tout ça, et qui, au final, ne lit quasiment rien de ces gens-là, parce que ça ne l'intéresse pas une fois rentré à la maison. Voilà, dites-moi si vous aussi vous souffrez de ce syndrome de merde. Et voilà. Maintenant. Alors ça, c'est l'artbook numéro 2 de Super Beast. Oui, Super Beast en est à 3 tomes. Nous avons déjà 2 artbooks. Mais je vais vous le montrer, c'est plutôt pas dégueulasse. Alors, c'est un format très bâtard, puisque ça ne rentre absolument nulle part. Donc pour le loger, c'est au-dessus des petits volumes, et comme ça, enfin bon, bref, c'est une galère. En plus, ça dépasse un peu, bref. Mais l'artbook est sympa. On nous apprend différentes choses sur différentes bêtes. J'ai l'impression que l'auteur a décidé de développer un univers incroyablement vaste en partant de rien. Et il nous le présente comme il peut. Bon, là, il nous le présente avec cet artbook, ces 2 artbooks en premier. Par contre, j'ai beaucoup de mal avec le toucher de ces artbooks, et même du manga, je crois. On est sur un toucher, vous savez, qui fait un peu poussiéreux. Pourtant, il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de matière, mais le passage de la main dessus est fortement désagréable. Je trouve ça très désagréable. Voilà. Donc, c'est aux éditions Alpha. Alpha qui est un label des éditions Vega. Vega Alpha. D'ailleurs, j'ai lu hier soir le dernier tome de Manchuria Opium Squad, parce que j'ai mis beaucoup de temps à le lire. Ça, c'est une petite tuerie, hein, Manchuria Opium Squad. Petit bijou. Voilà, voilà. Qu'ai-je encore à vous montrer? Je crois qu'il me reste 3 choses. Alors. La musique de Marie de Usamaru Furuya. Hein, vous savez qui est Usamaru Furuya. Par contre, Usamaru Furuya, d'habitude, il ne fait pas ça. Il fait plutôt des mangas assez trash, hein, j'ai envie de dire. Comme le très violent Litchi Ikari Club, dont je me suis délecté, qui est aussi aux éditions Imo. Ouais. La musique de Marie, je suis surpris par quelque chose. Déjà, c'est l'épaisseur du bouquin. Donc ça, c'est une intégrale. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais j'ai l'impression que ça parle d'une nana qui s'appelle Marie et qui aime bien la musique. En tout cas, moi, j'aime bien les auteurs qui se diversifient, c'est-à-dire qu'il ne reste pas figé dans son genre, et il arrive à parler d'autres choses. Voilà, donc c'est un gros pavé. Il n'y a pas l'air d'avoir la blinde de texte, par contre. À voir, à voir. Moi, en ce moment, je prends tous les IMO, et ensuite, je vois. Il me reste 2 choses à vous montrer. Alors, qu'est-ce que c'est que cela? Ah oui, je me demandais ce que c'était que cette merde, mais en fait, c'est un mangetsu, ça. Ça s'appelle La légende d'Amo, chasseuse de Dieu. Et c'est de Nobuaki Tadano. Alors là, avec le plastique, ça fait dégueulasse. On va le retirer, ce film. Hein, alors. Voilà. Magie! Alors, embarqué pour une épopée fantastique aux côtés d'Amo, guerrière libre et rebelle, dans la lignée des chefs-d'œuvre de Hayao Miyazaki. Donc moi, je ne suis pas du tout un connaisseur de Miyazaki, mais alors l'odeur est
très particulière. C'est une odeur inédite pour moi dans les mangas en tout cas. Voilà. Hop. Alors qu'est-ce qu'on a de beau? Wow, le papier a l'air de très mauvaise qualité. Oh, alors là ça va gueuler. Parce que ça gondole déjà un peu. Alors le bouquin fait quand même plus de 700 pages. Hein. Attendez, je vais vous dire. On a combien de pages? 666 pages l'histoire et après il y a des petits bonus. Waouh. Ouais. Ouais. Je sais pas du tout pourquoi ils ont décidé ça. J'ai un trait noir devant là. Je sais pas si c'est fait exprès. Vous voyez? C'est étrange. J'ai envie de dire que ça part d'une bonne intention, mais que la réalisation est particulièrement mauvaise. Vous nous aviez habitués à mieux. Hein. Par exemple, les Junji Ito sont quand même mieux faits que ça. C'est. Je sais pas quoi en penser. Ça vous fait pas penser à un dessin animé des années 80-90, ça? Je suis pas connaisseur, je sais pas. C'est pas Yukari ou un truc comme ça? Bref. Je sais pas quoi en penser de ce truc-là. Dernier ouvrage, parce que ce n'est pas un manga que j'ai acheté aujourd'hui. Et là, je suis très content parce que je peux enfin vous parler d'un de mes coups de cœur de cette année. Ça a été un coup de cœur de février. Je veux parler du comics Spawn. Alors, ce n'est pas Spawn à proprement parler, là, c'est La Malédiction de Spawn, volume 2. J'ai lu le volume 1 il y a peu de temps, ils sortent un tome par an de La Malédiction. Donc c'est pas vraiment Spawn, mais quand même, on retrouve quand même... Oh, c'est sympa, je vous montrerai pas parce que c'est trop beau. Non, je déconne. Vous avez le Violator, là, le clown, là, le Violator, qui est en fait une créature démoniaque. Le Réprimandeur, mais il s'appelait pas comme ça, je crois, le Réprimandeur, ils ont changé son nom. Bref, on est vraiment dans le pur comics, le plus pur du comics américain. Voilà, il ressemble à ça, le Violator. C'est cette créature dégueulasse, là. Voilà, donc c'est ça le clown, en fait. Et Spawn... on voit pas beaucoup de Spawn. Là. Ah, il est là, le Violator, attendez. Ah, ça, c'est du bon Violator. Voilà. Fait plaisir. Donc Spawn. Alors, est-ce que je peux vous montrer Spawn dans La Malédiction de Spawn? Pas sûr, parce que ça parle pas forcément de Spawn. Oui, je sais, c'est bizarre, mais Spawn a une licence qui a été pas mal dérivée. Mais j'ai très envie de vous expliquer tous les tenants et les aboutissants concernant Spawn. Alors, non, on ne voit pas vraiment Spawn. Ah, si, il est là. Il est là au début. Voilà. Donc Spawn, si vous voulez, c'est lui. C'est un ancien agent du FBI, de la CIA, pardon, qui était en mission, qui s'est fait tuer et qui a passé un pacte avec le diable, enfin un diable, c'est un peu compliqué, Malebolgia il s'appelle. Il lui a vendu son âme et en échange il pouvait revenir sur Terre pour revoir sa femme Wanda, sauf qu'en fait il l'a fait revenir sur Terre sous une apparence dégueulasse, type zombie quoi. Et donc il a dû endosser ce costume et il lui arrive plein de trucs. Bref, Spawn, aujourd'hui on a dépassé les 300 chapitres je crois. 300 chapitres ou plus? Non, ça doit être ça, 300 chapitres. Ah, j'ai un trou, je sais pas si c'est 300 ou 400. Non, je crois que c'est 300. Bref, c'est la plus longue série de comics indépendants qui soit, puisque ça a commencé dans les années 90 et c'est toujours en cours actuellement. Je crois que ça a commencé en 92. Je m'y perds vraiment avec les dates. Hein. Ouais, ça a commencé en 92. On a fêté les 30 ans de Spawn en 2022. Ouais, c'est 92. Voilà, c'est ça.
Donc c'est vraiment la plus longue série de comics indépendants qui soit. C'est de Todd McFarlane. Savez-vous qui est Todd McFarlane? Tout le monde ici connaît Todd McFarlane sans savoir qu'il le connaît. Qui est le plus grand ennemi de Spider-Man? C'est Venom. Qui a inventé Venom? Michelin et McFarlane. Donc le graphisme de McFarlane, la gueule de Venom, c'est McFarlane qui l'a inventé. Courant milieu des années 80, je dirais, je sais plus trop quand a été créé Venom, c'est pas en 84 ou par là. En tout cas, c'est lui qui était au pinceau. Mais chez Marvel, vous ne touchez pas de royalties sur vos œuvres. Vos inventions sont la propriété de Marvel. Donc, avec plein d'autres gars, il a râlé et ils ont créé une maison d'édition indépendante. Alors, ils en ont créé plusieurs, mais disons qu'ils étaient associés au départ. Et lui, il avait, depuis l'âge de 16 ans, dans ses poches, ce personnage de Spawn. D'ailleurs, Spawn et Venom ont un petit air de ressemblance, bien sûr, puisqu'il avait insufflé dans Venom ce qu'il aimait déjà à dessiner. Et donc voilà, ça fait des années, plus de 30 ans que McFarlane dessine Spawn. Alors aujourd'hui, il n'est plus vraiment au dessin, il reste au scénario. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont succédés pour dessiner, pour écrire des bouts de Spawn. Il y a eu pas mal de séries spin-off. Mais la série principale continue pour autant. Peut-être qu'elle est un peu moins intéressante, hein, d'après ce que disent les gens. En tout cas, moi, la lecture, j'en suis au tome 10, c'est-à-dire le chapitre 100 à peu près. Il y a 10 chapitres par tome. Et j'aime toujours autant. Il y a un côté très intéressant dans certains comics. Voilà, je peux vous parler de comics de temps en temps. C'est cool aussi. Je lis peu de comics, comparativement au manga que je lis. Je lis vraiment peu de comics. Mais j'ai toujours un comics avec moi. Voilà. Je vais vous montrer. J'ai un Spawn avec moi. Et voilà, Spawn, il est comme ça. Vous voyez, ça change. On est sur des graphismes vraiment différents des mangas, mais c'est vraiment très, très, très sympa à lire. Voilà. Alors, j'avais plusieurs choses à vous dire que je n'oublie pas. Tout d'abord, vous pouvez continuer à m'envoyer des questions pour la FAQ. J'en ai quelques-unes. Quand j'en aurai, on va dire, une dizaine, une quinzaine, je ferai la vidéo, promis. Ensuite, si vous voulez que je fasse un tour détaillé de ma mangatech dans lequel j'essaierai de vous montrer pas mal de volumes, j'essaierai au moins de nommer tous les titres en vous montrant au moins les tranches, et j'en ouvrirai certains. Je pense que ça me prendra plusieurs heures, donc on fera une vidéo découpée en plusieurs parties. Pour ça, pour que j'ai la motivation nécessaire, il faudrait 400 abonnés, s'il vous plaît. Comme je sais que je ne les atteindrai pas avant un petit moment, moi, ça va me laisser un peu de répit. Ensuite, n'hésitez pas à commenter, ça me fait plaisir, ça me fait toujours plaisir de répondre à vos messages. Le fait que nous soyons peu, finalement, sur cette chaîne, fait que ça reste encore assez familial. Moi, j'aime bien tout ce qui est familial. J'ai toujours bien aimé quand on pouvait aborder les gens, aborder les auteurs. J'allais à Angoulême quand j'avais 16 ans, donc il y a 20 ans, vous voyez, on pouvait voir des gens. Maintenant, vous voulez aller à la Japan Expo, rencontrer Junji Ito, c'est mort, quoi. Vous aurez à peine une dédicace impersonnelle, un bout de signature. Ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, vous pouvez profiter du fait que j'aime bien ce côté familial et que j'aime bien répondre pour écrire ce que vous voulez écrire. Et comme ça, nous pouvons discuter de tout et de rien. Mais je préfère quand même de tout. Ou en tout cas de Tsutomu. Tsutomu Takahashi. Voilà, je le remontre. Jumbo Max, le dernier en date. Et Black Box, le suivant pour moi. Black Box qui parle de boxe, mais à ne pas confondre avec l'éditeur Black Box, dont je parlerai très prochainement, qui va peut-être me faire un petit peu de pub. Nous verrons cela avec tout simplement le nombre d'abonnés. Si un jour j'ai un pic d'abonnés, je saurai à qui je le dois. Mais en tout cas, il me le doit bien parce que ces 600 putains de mangas, je les ai juste là. Voilà. Le bisou Alexandre. Et le bisou à vous tous, mes amis.